Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. Alors, ce soir, je suis avec Varam. Salut Varam. Salut Mirko. Alors, c'est juste toi et moi ce soir, et puis bah voilà, on espère que tu as passé un bon week-end. Et puis, alors, chers auditeurs, ça va faire un petit peu bizarre, je vous préviens hein, d'entrée. On n'a pas l'habitude, mais ce soir, on a Varam de bonne humeur qui va nous débriefer un match qu'il a apprécié. Je vous préviens parce que ça va faire un gros choc un peu à tout le monde, hein. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir Varam aussi avenant et aussi sympa. Donc voilà, c'était une petite voilà, un petit avertissement d'avant épisode pour pas que vous soyez trop choqués au moment de l'écouter. Bon, Varam, petit programme pour nous ce soir. On va débriefer ce plaisant match du coup contre Haro à la Maladière. C'était le 11 avril. Et puis, en fin d'épisode, on préparera le prochain match. On parlera, pardon, de notre prochain adversaire, à savoir le FC Stade Lausanne-Ouchy. Voilà. Sur ce, on va directement passer au débriefing du match. Alors, Varam, ce vendredi, c'était la 29e journée de Challenge League avec un gros défi pour nos Xamaxiens, la réception du FC Haro. Un FC Haro qui était invaincu, qui est toujours du coup invaincu depuis le mois de novembre et une bonne, ouais, 10, je crois qu'ils sont à 18 matchs maintenant consécutifs sans défaite. Donc c'était effectivement un gros match en perspective, mais un FC Haro qui calait hein, quand même depuis quelques matchs, puisqu'ils étaient invaincus, mais ils n'avaient pas gagné non plus depuis 4 matchs. Donc voilà, c'était un gros défi, mais nos Xamaxiens l'ont bien relevé. Le match s'est achevé par un score de 1 partout. Et on va commencer, comme d'habitude, par les réactions de nos internautes. On en a eu 5. Alors, on a Lucas qui, lui, dit climatisation pour les Argoviens. Hello nous dit mérité. Tim qui nous dit match référence cette saison. Notre chroniqueur Michael qui nous dit de bonnes intentions récompensées contre un adversaire supérieur. Hashtag ArrowTime. Et Julien qui nous dit solidité défensive. Alors, on reprendra un ou deux de ces points-là en fin de débriefing, Varam. Mais comme je le disais un petit peu en spoiler en introduction, ben, t'es de bonne humeur après ce match, Varam. Oui, absolument, parce que comme l'a dit dans l'une des réactions de nos auditeurs, je pense qu'on peut parler de match référence, un match très 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 abouti. C'est vrai que j'ai souvent montré du doigt certains blackouts et une certaine irrégularité tout au long de la saison. Et là, je pense que on a fait un match plein. Même si on avait dû perdre ce match, j'aurais dit exactement la même chose parce que on a vu un Xamax qui a quand même tenu la dragée haute à, on peut le dire, la meilleure équipe de cette année 2025. Et je dirais même de la Challenge League en termes de qualité et puis de fond de jeu. Et puis, bon, on a vu un Xamax ambitieux qui n'a jamais baissé les bras et qui a toujours voulu imposer son jeu, malgré le fait que Barao a aussi fait un gros, gros match. Et je dirais, pour mettre une petite parenthèse, c'est que c'est à quelque part assez frustrant parce que si on avait joué de cette manière durant toute la saison, je pense qu'on ne serait pas englué dans cette septième place, mais on serait bien, bien, bien plus haut parce que j'ai vraiment été très satisfait de ce que j'ai vu de notre côté en tout cas. Et c'est la preuve que notre équipe a de la qualité et que malheureusement, ce qui a manqué, c'est une certaine régularité à certains moments dans la saison. Mhm. Effectivement, moi je partage ton sentiment. C'était vraiment ce qui peut s'apparenter à un match référence, même si ça s'est pas soldé par une victoire. Un adversaire à qui il faut pas enlever les mérites, hein. Les Argoviens sont pas à leur place par hasard, hein. C'est vraiment un gros, gros collectif et de grosses individualités aussi, hein, cette équipe argovienne. Et puis, dans les premières minutes du match, Varam, ils ont clairement montré que ils étaient venus pour imposer leur jeu et pour, si possible, repartir avec les 3 points. Dans les 10 premières minutes,
eh ben, sans, on va dire, la qualité de jeu au pied dans les arrêts de Meragic, eh bien, Xamax aurait déjà pris un voire deux buts, hein, puisqu'il y a une frappe de Koede et une frappe de Obexer à la 10e minute, où Meragic les arrête les deux fois du pied, mais c'était des très beaux arrêts, c'était des grosses occasions de but, du coup, Varane. Absolument, absolument. Donc, au fait, Arao, bah, c'est une équipe qui est très embêtante à jouer parce que c'est une équipe qui est très physique. Ils mettent beaucoup d'intensité. Ils ont gagné énormément de duels. Ils ont mis un gros rythme. Et c'est ça aussi, c'est que je pense que pour un match de Challenge League, en termes d'intensité et de rythme, je pense que c'était un match qui était largement au-dessus de la moyenne. Et puis, bah, forcément, quand vous avez une équipe en face très physique qui met un rythme et qui en plus joue très vertical, Arao, c'est une équipe qui a cette faculté en deux trois passes d'être très vite devant le but. Eh bien, effectivement, la tâche s'annonçait assez compliquée. Et c'est vrai que Arao a montré directement dans ses 10 premières minutes qu'ils n'étaient pas venus d'enfiler des perles, quoi. Donc ça a été compliqué. Mais effectivement, Domeragic, notamment sur Robexer, hein, celle-là, je Mhm. l'ai bien, C'est la bien, bien en deuxième. tête, fait vraiment. Exactement, il fait vraiment un arrêt déterminant. Et voilà, je dirais que c'est une petite crotte de nez à tous les détracteurs de notre gardien. Parce que là, franchement, il a fait une parade vraiment exceptionnelle, hein, parce que là, il faut vraiment la sortir et il la sort vraiment de la pointe du pied. Et ça, c'était potentiellement en fait un but. Ouais, ouais, non, très clairement, tu fais allusion au fait que ouais, Edin Meragic est énormément critiqué depuis quasiment le début de la saison, hein, sur les réseaux du club principalement. Alors du côté de Xamcast, on a souligné, hein, que ses débuts avaient été compliqués, mais depuis là, il s'est quand même bien rattrapé et enfin voilà, les prestations, hein, il a quand même plus souvent sauvé des buts que concédé des buts. Donc voilà, je pense que ces détracteurs, ben voilà, ils ont un peu tort quand même. Enfin, c'est pas qu'ils ont tort, mais ils ont un peu tendance à oublier ce qui est fait bien et puis à trop se focaliser parfois sur des buts. Mais on l'a dit à plusieurs reprises, prendre un but, c'est souvent l'affaire d'un collectif. C'est pas, à moins que voilà, il y a une passe en retrait, le gardien il fait une cagade, le ballon lui passe sous le pied, ben voilà. Mais voilà, des erreurs comme ça, mais Ragic n'en a pas fait. Il a souvent été aussi voilà, un peu abandonné par sa défense. Et puis, ben voilà, sur sa ligne, dans des arrêts comme ça, ben, il est très souvent décisif. Et s'il n'avait pas été décisif, Haro aurait pu sans problème déjà mener 2 buts à 0 à la 10e minute. Et ça aurait été vraiment compliqué, hein, la suite du match de revenir avec ce collectif argovien. Dans ce collectif, Varane, moi, j'ai été vraiment très impressionné, surtout en première mi-temps, du duo Fofana-Essiam, hein, Oui, du côté argovien. Ils étaient partout. Partout. Il n'y a pas oui. un Xamaxien qui pouvait avoir une demi-seconde pour contrôler, enfin une seconde pour contrôler et puis essayer d'orienter le jeu sans qu'il y en ait au moins un des deux qui lui collait dans les basques, avec l'appui de Georgiev côté gauche, avec l'appui de Koide côté droite, mais ils exerçaient un très très gros pressing. C'était très difficile de se projeter vers l'avant. Ils nous laissaient absolument aucun temps pour développer notre jeu en première mi-temps. C'était vraiment difficile voilà, de les contrôler. Et parfois, on n'arrive pas à se créer des occasions et par conséquent, on n'arrive pas à marquer de but parce que l'adversaire est trop fort, défensivement parlant, hein. Et c'était le cas en première mi-temps. Haro était vraiment très fort. Donc il y a eu cette frappe de Massaï, hein, à la 13e minute. Et sur le direct, moi j'ai cru que c'était Fabio Saez qui avait envoyé cette frappe, mais non, c'était bel et bien des Massaï, avec Oui. un bon travail préparatoire sur le côté, sauf erreur de Moulay, hein. Oui, alors c'est Moulay qui transmet à Ben Seguir, au Ah là, c'est fait. Ben Seguir après qui adresse le centre, effectivement. Voilà, ouais, Ouais, c'est exactement. juste. Et puis voilà, des Maasai qui envoie sa frappe, ouais, assez nettement au-dessus, hein, quand même. Elle a pas Oui, frôlé la transversale, mais il était en bonne position. Donc oui. voilà, on aurait pu s'attendre à ce que la frappe soit cadrée. Et puis ensuite, Mhm. Haro a reposé le pied sur le ballon. Il n'y a pas eu de grosses occasions. On peut noter deux frappes de Touré et de Essiam qui ont été au-dessus du cadre.
Et puis Oui. ensuite, la dernière action un peu chaude de la première mi-temps, c'est vers la 35e, c'est un centre en retrait de Moulay et puis Hirzel se couche bien sur la trajectoire pour empêcher un Xamaxien de reprendre le ballon. Il n'y a pas eu, à part ces deux premières frappes, enfin, je dirais que jusqu'à la frappe de Demassay, ça n'a pas été des occasions extrêmement flagrantes des deux côtés, mais un haro vraiment en contrôle. Et puis, quand même, de l'autre côté, un Xamax, pas si mis en danger que ça, hein. On ne sait pas si, je sais pas si, quel est ton avis, Varam, mais est-ce que les Argoviens n'ont pas forcément beaucoup appuyé, ou alors au contraire, est-ce que Xamax quadrillait bien le terrain derrière et empêchait quand même les Argoviens, même à la récupération haute du ballon, de se projeter? Je sais pas comment tu as perçu Bah, ça. disons que même si Arao nous a mis en difficulté, justement, tu l'as bien dit, hein, avec ce double pivot très, très, très physique, qui nous ont vraiment, imposé un combat, au milieu. Malgré ça, j'ai trouvé que Xamax, et c'est pour ça que pour moi, on a réussi la meilleure prestation de la saison, c'est que malgré ça, malgré la force de l'adversaire en face, on avait un plan de jeu et on a essayé et en plus, un plan de jeu qui était au fait ambitieux. Et malgré ça, on a quand même essayé de jouer au foot parce qu'on aurait très bien pu dire, bon, ben, on n'arrive pas. En plus, Arao est une équipe qui joue, qui cherche la verticalité rapidement. On aurait très bien pu dire, bon, ben, on met le bus et puis voilà. Alors que on n'a pas mis le bus, on a quand même tenté de ressortir proprement avec la balle, on a quand même essayé et parfois on l'a bien fait, même si des fois il a manqué un peu de justesse technique. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que maintenant, on sait hein, que Breza, en tout cas, on sait ce qu'il veut mettre en place, qui est un jeu au fait ambitieux, tourné vers l'offensive, et on a essayé de le faire malgré le fait qu'en face il y ait un adversaire qui soit redoutable. On l'a fait, on ne s'est pas débiné, et je pense que Wara a été aussi assez surpris de voir finalement ben, Xamax qui n'a pas mis le bus, parce qu'on aurait très bien pu dire bon ben on bétonne, on met le bus, mais non, on a quand même cherché de sortir la balle proprement, de chercher certains espaces. Et puis il faut aussi souligner que cette saison on a eu pas mal de problèmes d'un point de vue défensif, mais force est de constater que vendredi soir on a tenu derrière, et je pense aussi que la paire Gunnarsson d'Epito commence à prendre. Je trouve que Gunnarsson a amené beaucoup de solidité derrière. C'est le patron qui nous manquait. Et puis, je trouve que Johan a fait un excellent match. Ben, c'est ce que j'avais toujours dit sur Johan, c'est que moi, j'attendais qu'il soit associé à un joueur d'expérience parce que j'étais convaincu que Johan allait monter en niveau si à côté de lui, il avait un joueur d'expérience. Et j'ai vraiment trouvé la paire derrière très très bonne, quoi. Ouais, c'est un duo qui fonctionne très bien, hein. Ils sont très complémentaires. Alors, il y a ce que tu dis, le fait que Gunnarsson est un joueur d'expérience et qui bonifie finalement les prestations de Johan et Pito. Et puis aussi le fait que Gunnarsson peut jouer sur le côté gauche et Johan semble beaucoup plus à l'aise de jouer comme défenseur central côté droite, hein, où il est quand même moins sollicité dans la relance au niveau du pied gauche. Et du coup, il est encore plus fort de ce côté-là. C'est évident pour moi que ça joue un rôle. À la mi-temps, pas de changement des deux côtés. Il y a pas de raison parce que les deux entraîneurs devaient être satisfaits de l'intensité mise par leurs deux 11. Mais quand même, hein, on sent que le match peut tourner dans le sens de Xamax, puisque gentiment, on arrive à quelques occasions à transpercer un petit peu plus facilement, à dire, le mur argovien. Alors ça commence par une frappe de Moulay à la 54e. C'était la première grosse action depuis la frappe de Demassay, je dirais. Et puis le ballon est sauf erreur bien capté par Hirtzel. À la 59e, c'est Georgiev cette fois qui met à contribution Omer Agic. Sur une action, il déborde, il combine sur le côté gauche avec Linus Sobexer. Et puis je pense il essaye de centrer. Enfin, c'est clairement un centre. Et puis Omer Agic coupe au premier poteau et empêche le ballon d'arriver au deuxième poteau. Mais là, c'est un arrêt aussi décisif hein, de la part d'Omer Agic.
Oui, absolument, parce que Georgiev, donc il essaye de centrer fort, et puis Domer Agic a bien anticipé, il coupe, et puis effectivement, ce genre de centre très tendu, c'est souvent dangereux pour l'équipe adverse, et là, il a vraiment très bien fait, parce qu'avec ces centres tendus, on ne sait jamais ce qui peut en fait arriver, ça peut arriver sur un de nos joueurs, elle rentre, il y a un joueur qui peut couper, enfin voilà, c'est des situations assez scabreuses, mais là, Domer Agic a été très très bon, encore une fois, faut-il le préciser. Et d'ailleurs, je dirais que hier, enfin, vendredi soir, il a été très bon. Ouais. Et du coup, ouais, parce qu'il y avait Fazio, il y avait Koidé, et puis il y avait encore le latéral droite qui était monté, c'était encore Kessler à ce moment-là, Kessler, ouais. qui était au deuxième poteau, hein, qui pouvait reprendre le ballon, et le ballon semblait passer par-dessus le premier mur samaxien. Donc c'est voilà, c'est un arrêt décisif de la part de Omer Agic. Et puis ensuite, on a un centre-tir de Cabral à la 61e. Et là, ben, il y a deux joueurs qui peuvent éventuellement se jeter sur le ballon. C'est Demassay et puis je sais plus qui était le deuxième joueur impliqué. Tu te souviens, Varam, sur cette action? Elle Peut-être est pas. Moulay, Ouais, c'est peut-être, peut-être mais je ne suis Moulay pas sûr. ou Autier, je me souviens plus. Mais enfin bref, il y a deux joueurs qui sont bien placés. Et là, si un des deux arrive à reprendre le ballon, eh bien c'est quasiment certain que ça fait mouche parce que Hirtzel avait un peu anticipé. Donc s'il y a une déviation qui vient, ben, c'est tout de suite extrêmement dangereux. À la 71e, c'est peut-être la plus grosse occasion jusque-là de Xamax, avec un très très bon travail préparatoire de Houtier et de Koné, qui était à ce moment-là entré en jeu, une bonne conservation de la balle de Koné, qui lance Moulay sur la profondeur. Et là, eh ben, on va saluer l'arrêt de Hirtzel, qui est décisif sur ce coup, de Hubel, pardon. Pourquoi je parle de Hirtzel? C'est bien Hubel. C'est Marvin Exactement. Hubel qui a C'est été ça, oui. euh, qui a été décisif. Il fait un super bar et il fait rien de faux là, honnêtement, Moulay. Non. Alors après, c'est toujours plus facile après de le dire. Alors après, là, il faut vraiment mettre en avant le gardien parce qu'il fait un arrêt. Ce que je veux dire, il lit parfaitement la passe que Koné met au fait à Moulay. Il sort très très bien. En plus, il bouge très bien les angles et si je ne dis pas des bêtises, il la sort de l'aisselle. Donc, Ouais, c'est quand même un arrêt où il faut un timing et puis il faut quand même bien de boucher les angles. Après, avec le recul, mais bon, ça va vite hein, parce que la balle arrive, le gardien sort très bien. Après, il y aurait peut-être eu deux solutions, peut-être frapper directement, justement pour empêcher notre ami Hubble justement de trop boucher les angles en avançant, donc de le surprendre, ou alors peut-être de piquer la balle. Mais là, j'ai pas envie d'incriminer non, de Moulay parce que je pense que là, c'est vraiment le gardien qui la sort et qui fait tout juste, quoi. Donc totalement. voilà, après, Il voilà. bouge très très bien l'angle. Et puis après, il y a aussi Kessler, hein. Même s'il est mis dans le vent par la passe de Koné qui est superbe, hein, soit dit en passant, mais il revient Magnifique, bien. oui. Il vient couper aussi. Il donne pas d'autre solution à Moulay. Alors, effectivement, quand on met un arrêt sur image, eh ben, on voit qu'il y a Fatkich, Autier, voire même Koné, hein, qui a suivi. Si Moulay, il fait un petit crochet, il suit, il la met en retrait. À mon avis, Fatkich, il est extrêmement bien placé pour conclure. Mais ça va tellement vite. Et puis on sait que Oui, dans ces conditions-là, Moulay, il en a déjà marqué, il y a un des buts comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que là, il fait rien de faux. C'est une très belle action du gardien qui répond à une très belle transition des attaquants de Saint-Maxien. Et là, on est, Varane, à ce moment-là, presque au plus fort de la domination de Saint-Maxien. Alors, c'était pas flagrant, hein, non plus, on n'était pas en train de les maintenir sous l'eau, mais les plus grosses occasions, les deux dernières occasions étaient Xamaxiennes et on commence à se dire, mais est-ce que peut-être on va pas le regretter? Et puis arrive cette action de la 79e minute. Alors ça commence par une intervention très musclée mais correcte, hein, de Yekle sur Outier. Mais la conséquence oui, de cette intervention, c'est que
on a l'impression que les joueurs xamaxiens s'arrêtent peut-être une seconde et demie en regardant l'arbitre pour voir s'il va donner faute. On voit des joueurs qui demandent la faute et puis les Argoviens, logiquement, continuent à jouer et on a l'impression que cette seconde prise pour essayer d'obtenir la faute, eh ben, on le paye derrière, Varam. Oui, alors effectivement, ça a été un fait de jeu assez, décisif parce que c'est effectivement la fraction, de seconde. Quand on regarde, le tacle, il est certes viril, mais il est correct vu qu'il va sur la balle et puis après, bah, il faut aussi, dire que, Xamax avait exercé quand même une grosse pression depuis la 45e jusqu'à la 70e donc Xamax avait parce que je pense aussi que Warao était fatigué après une première mi-temps où ils ont mis beaucoup en termes d'intensité. Donc voilà, Xamax a aussi repris le contrôle du match en étant beaucoup plus propre techniquement. Ils ont réussi à trouver certains intervalles aussi qu'ils n'arrivaient pas en fait à trouver avant. Et puis bah, certainement que Xamax a aussi payé peut-être, on va dire, ce rush de la 45e jusqu'à la 78e. Parce que sur le goal, on voit très bien quand Fazliou fait le décalage, Mhm. que Thaler rate son contrôle quand même d'un bon mètre. Et puis on voit que de Moulay est très fatigué et qu'au fait il n'arrive pas au fait à faire le repli défensif. Et c'est ça qui fait qu'au fait Thaler peut ajuster dans Meragic. Mais effectivement là, je pense que Xamax était fatigué, oui. Oui, clairement. Puis, alors, les reflets sur le site de la SFL ne montrent pas le début de l'occasion, mais quelques secondes avant, on était dans le camp argovien. Donc, c'est vrai que quand il faut se replier comme ça à ce stade du match, ben, les efforts sont plus compliqués. Moulay comme à son habitude, beaucoup donné sur son côté gauche. Et puis, ben, c'est aussi lié au fait que la défense de Châteloise, elle est très compacte, mais malheureusement là dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que Michael Facchinetti, il est très proche de Gunnarsson et d'Epito à ce moment-là. Et puis, ça donne en fait cette possibilité à Fazliu voilà, qui sent très bien le jeu et puis qui décale son coéquipier. Et c'est aussi, malgré le fait qu'il rate son contrôle, ben, les joueurs Saint-Maximin ne sont pas au contact. Donc, en ratant son contrôle, finalement, il se met en position de frappe, une frappe assez sèche. Et puis là, c'est la faute à pas de chance, Varane, sur ce but, sur la conclusion en tout cas du but. Oui, bah voilà, bah il frappe sèchement dans Meragic parce qu'en plus il la met au fait à un endroit qui est assez embêtant pour un gardien parce que dans cette position-là, les pas de côté sont très 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 importants et là il la met vraiment juste à côté du pied. Omeragic essayait de la sortir, il la touche un peu, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Donc voilà, donc finalement c'est but pour Arao et puis ben, à ce moment du match, bah voilà, c'est quand même un petit coup sur la tête. C'est un gros coup sur la tête et là on se dit bon bah voilà, une fois de plus l'équipe bien classée, un peu la baraka et puis on va perdre les 3 points alors que voilà, on avait fait une prestation quand même très bonne et surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, Gunnarsson le disait aux interviews de nos micros qu'on avait été la meilleure équipe sur le terrain et je pense qu'il avait raison, hein, que Samax a été la meilleure équipe sur le terrain dans cette deuxième période et on n'est pas récompensé. Donc on s'est dit voilà, ça tourne encore une fois dans le sens de l'adversaire. Et puis après, bah voilà, arrive la 89e minute et moi au stade à ce moment-là, j'ai dit au journaliste d'Arc Info qui était assis à côté de moi, ça c'est le tournant du match, on va revenir. C'est cette frappe de Fazlou qui finit sur le poteau. Une frappe qui, alors, tant mieux pour nous, elle finit pas au fond, mais moi j'ai apprécié la prise de risque de Fazliou et rien que pour ça, il aurait mérité lui personnellement que ça finisse au fond, mais ça n'a pas fini au fond et ça a été le tournant du match, Varane. Mais à ce moment-là, d'où il était, c'était pas simple hein, de frapper. Non, effectivement, parce qu'il est un peu excentré sur la droite des buts d'Omeragic, donc sur le côté gauche, sur son côté gauche. Il est excentré et puis ben, Fazliou, ben, on sait que c'est un joueur quand même qui a une grande créativité, qui est techniquement et clairement fait au-dessus, qui a une vision du jeu aussi assez folle. Je pense que techniquement, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue, hein. Je pense que
C'est vraiment le maître à jouer. Et puis là, bah voilà, bah, il tente une magnifique frappe qui, heureusement pour nous, finit sur le poteau. Et puis effectivement, Mirko, tu as été prophétique puisque ça a été un tournant dans le match, puisque là, effectivement, hein, si Fazlou marque, le match est définitivement plié. Mais ce poteau nous a laissé un petit soupirail parce qu'à ce moment donné, ouais, je crois qu'on est à la 89e, donc il nous reste Mhm. encore 4-5 minutes pour tenter au fait un assaut final. Mais j'avoue que tu as eu faim nez, donc si tu peux me donner les prochains numéros valeur au million, c'est avec plaisir. Non, en fait, je me suis dit ça parce que je me suis vraiment basé sur les derniers matchs des Argoviens, hein, où voilà, là, bah, du coup, ils ont raté le 2-0 contre nous, donc ça aidait pas à mettre en confiance. Alors le match d'avant, ils étaient revenus eux de 2 buts de déficit contre le Stade de Zanouchi, mais après, faut le rappeler, à Bellinzone, ils avaient été rejoints au score en première mi-temps. Mais c'était surtout avant, hein. Je crois qu'à la 27e journée, ils ont été rejoints dans les dernières minutes par Étoile Carouge, hein, dans le dernier quart d'heure. Et puis c'est surtout à Ville, hein, à Ville où Oui. ils menaient 2-0 à la mi-temps. Ils ont pris un but dans le dernier quart d'heure. Puis ensuite, ils ont été rejoints vraiment dans les arrêts de jeu. Donc, au-delà de cette série de matchs nuls, ils ont été souvent aussi rejoints au score. Et là, ce qui avait tourné dans leur sens début 2025 et fin 2024, ben, ça commençait peut-être à un peu moins tourner. Et je me suis dit, pourquoi pas encore ce soir? Peut-être que, comme je disais avant, ce tir sur le poteau, il finissait poteau rentrant il y a 2 mois en arrière. Et là, il rentre pas. Et pour nous, bah, tu te dis, OK, on est passé proche de la correctionnelle, on les a mis en difficulté. Allez, il y a encore une chance. On remet l'ouvrage sur le métier. Et puis, enfin, j'étais vraiment très content de voir que l'équipe a vraiment tout donné. Et puis, elle a logiquement été récompensée. Franchement, on n'aurait pas mérité de perdre ce match, donc voilà. Et puis, sur ce but égalisateur, on va souligner déjà le bon travail préparatoire de Michael Facchinetti sur le côté gauche, mais ensuite, surtout, la roublardise sur le coup de Francesco Lentini, Varane. Absolument, absolument. Donc effectivement, donc Michael Facchinetti qui est propulsé aux avant-postes, qui trouve d'un bel espace. Et puis là, Lentini il fait vraiment un enchaînement d'une intelligence et d'une fluidité rare. Il reçoit la balle et puis là, un enchaînement, une feinte de corps. Et puis dès qu'il sort de la feinte, il frappe immédiatement une frappe sèche, spontanée sur le premier poteau. Et puis là, on égalise, mais c'est justement là qu'on voit qu'on a fait un gros match et qu'on a affiché, je pense, une mentalité à toute épreuve. C'est que, on va dire, le Xamax de cette saison en temps normal, on se serait effondré, on aurait perdu le match. Et puis là, on est vraiment allé chercher ce match. On est vraiment allé chercher ce point-là. Et je trouve que c'est une belle récompense parce qu'effectivement, je suis aussi d'accord avec Gunnarsson. Je pense que Haro a eu la première mi-temps. Je pense qu'on a eu la deuxième. Et ça a vraiment récompensé, quelque part, l'audace parce que je trouve qu'on est revenu en deuxième mi-temps, on était conquérant, on y a cru jusqu'au bout, et puis voilà, je pense que la chance sourit aux audacieux, et là, je pense que on peut être très fier de ce point-là, et que effectivement, je pense que de perdre, ça aurait été vraiment une grosse déception, mais on a vraiment affiché une mentalité comme on n'a pas beaucoup montré malheureusement cette saison. Mais là, vendredi soir, effectivement, je pense que de la première à la dernière seconde, on a été irréprochable, et c'est le point, on va dire, de la régularité et de la constance. Oui, effectivement. Et on va aussi souligner deux choses. La première, ben, un coaching gagnant des deux entraîneurs, hein, puisque ce sont des joueurs remplaçants qui ont été décisifs. Thaler d'un côté, Lentini de l'autre. Et puis, on va aussi souligner la bonne prestation de l'arbitre, mais surtout l'esprit très fair-play dans lequel s'est déroulé ce match. 2 cartons jaunes aux 2 latéraux
argoviens, Obexer et Kessler, sur des actions où ils ont logiquement pris le carton jaune et aucun avertissement pour Xamax. Ça a été un match plaisant aussi parce que les équipes voulaient jouer au foot et pas découper des chevilles, Varane. Oui, alors effectivement, c'est vraiment super agréable. Alors après, il y a aussi le fait que Araou joue la montée et que nous on joue un peu plus libéré parce que finalement, bah, on joue plus grand chose si ce n'est préparer la saison prochaine. Mais c'est vrai que voilà, nous de notre côté, on a une équipe, on n'est pas des manches, mais on n'est pas régulier, mais en tout cas, on a des joueurs qui savent jouer au foot. Et puis ben voilà, ben en face, on a une équipe qui joue très très bien au foot, qui joue la montée. Donc c'est vrai que ça a été très 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 agréable. Je dirais que ce match a été l'antithèse du Xamax Vaduz auquel Mhm. nous avions assisté, je crois, au mois de janvier ou février. Donc là, on a eu les deux extrêmes avec un Xamax Vaduz terrifiant de médiocrité. Et puis vendredi, on a vu un match vraiment plaisant. Et je pense que pour un match de Challenge League, on était vraiment dans le haut du panier en termes d'intensité, en termes de rythme, en termes d'occasion, même techniquement, on a vu des choses intéressantes. On a vu deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Voilà, donc ça a été, je pense que ce match, on va pas exagérer en disant ça, je pense, mais que ça a été un bon spot, une belle vitrine pour la Challenge League, parce que c'est vrai que on se tape souvent des matchs assez moisis pour être honnête. Mais Effectivement. ce match de vendredi a été vraiment ça a été une grande cuvée, quoi, on peut le dire. Ouais, effectivement. Tu soulignais la solidité défensive, la combativité, la solidarité. Alors, on peut adresser des louanges à toute l'équipe, hein. Il n'y a pas un joueur qui était en dessous des autres. Mais moi, dans cet état d'esprit-là, de combativité, de solidarité, j'apprécie beaucoup l'investissement de GC Autier. Je trouve que c'est vraiment un Mhm. joueur qui définit très bien ce que c'est la solidarité et surtout la combativité. Il était sur tous les ballons. C'est lui qui va au contact de Thaler, hein, sur cette axe, de Yekle, pardon, sur l'action qui amène le but argovien. Jesse Autier, ben, il a quelque part un peu, entre guillemets, profité de la petite blessure de Hussein Touati pour voilà, faire sa place dans son 11 de départ. Et puis, il nous a presque fait oublier Touati qui avait fait des matchs assez éblouissants, hein, de se blesser. Il était revenu en grande forme. Mais là, Autier, dans ce rôle de milieu droite, eh bien, il fait plaisir. Il a marqué, hein, à Vaduz. Il avait marqué aussi contre Chafouz. Mais là, pas de but pour lui vendredi soir, mais une grosse prestation et surtout dans le travail défensif, hein, Varane. Oui, alors effectivement, donc c'est Autier et puis Toiti, c'est deux joueurs totalement différents, mais Autier amène quand même beaucoup plus d'équilibre à l'équipe puisqu'effectivement, il fait beaucoup plus d'efforts défensifs. Parce qu'Hussein, il a des grandes qualités techniques, vision de jeu, c'est un joueur très très fin, mais voilà, en termes de course défensive, ben voilà, ce n'est pas son profil. Alors que Jesse, ben voilà, c'est un joueur qui est peut-être pas qui est pas tape à l'œil. Par contre, c'est un joueur qui fait le job. Il court sur toutes les balles. Il amène énormément d'équilibre parce qu'on a quand même une équipe offensive. Hein. On joue quand même un 4-4-1-1 ou un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. Mais bon, en tout cas, on a beaucoup de joueurs offensifs. Et lui, c'est vrai qu'il apporte énormément d'équilibre à cette équipe. Et puis, il y a aussi le fait que bah, c'est un joueur qui a quand même un sacré sens du but. Mhm. Et il me fait un peu penser à ces neufs à l'ancienne, style Trezeguet, Inzaghi. Il est tout le temps bien placé, c'est absolument incroyable. Les premiers buts qu'il marque, on se dit bon, c'est un peu de la chatte, mais au fait non, pas du tout, parce qu'au fait il sent les coups, il est toujours très très bien placé, et je pense que c'est un joueur qui a d'une intelligence rare, parce qu'au fait il lit très bien le jeu, et il sait, je pense, 8 à 9 fois sur 10 où la balle va au fait aller, et c'est vrai que bah, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, parce qu'il est vraiment intelligent, et ça se fait de plus en plus rare, parce que voilà,
on va dire que le joueur type en 2025, c'est un joueur voilà, qui est très physique, qui est percutant, qui fait des grosses courses, qui a un gros cardio. Mais c'est vrai que le QI foot, l'intelligence foot, c'est vraiment lire l'action, savoir bien se placer, savoir où est-ce que la balle va au fait aller. Bah, je dirais que de ce côté-là, c'est un peu un joueur à l'ancienne. Et c'est vrai que c'est vrai que moi, ça me parle en tout cas. Et en plus, c'est un joueur qui va jouer pour les autres, pour l'équipe. Et voilà, donc c'est un joueur précieux. Et j'espère que nos dirigeants vont avoir la bonne idée de le conserver. Parce que je pense que c'est clairement un joueur sur lequel il faudra repartir la saison prochaine. Je pense à lui, Depito, Gunnarsson. Enfin voilà, c'est des mecs c'est des mecs qui, au fait, jouent pour l'équipe et on en a vraiment besoin. Il faut des mecs qui mouillent la chemise. Et notre ami Autier, bah, en fait partie. Et voilà, je pense que nos dirigeants seraient très très bien inspirés de le faire signer quelques années chez nous. Effectivement, GC Autier, hein, faut le rappeler, il est en prêt pour la deuxième saison consécutive d'Yverdon Sport, mais à la différence cette année que nous bénéficions d'une option d'achat. Donc voilà, effectivement, je crois que GC, il fait tout ce qu'il faut pour convaincre nos dirigeants de lever, comme on dit, cette option et puis de poursuivre l'aventure du côté de la Maladière dès la saison prochaine. Moi, personnellement, il m'avait déjà convaincu l'année passée et puis, enfin voilà, il confirme les dispositions qu'il avait l'année passée et puis que voilà, il avait participé, pardon, aussi à la montée hein, d'Yverdon Sport, il avait un certain rôle de joker, souvent derrière son actuel coéquipier qu'on reconnaît d'ailleurs, mais voilà, il avait aussi fait le travail avec Yverdon Sport. Donc voilà, je pense qu'il faut des joueurs combatifs qui sont sur tous les ballons comme lui. Et puis en plus, physiquement, il tient de la première à la dernière minute en général hein, quand il sort pas. Donc voilà, c'est avec ce profil-là aussi qu'on construit des équipes capables de jouer le haut du tableau, le haut du tableau en Challenge League. On voulait aussi mentionner un peu le Haro Time parce on en a parlé dans le briefing de notre dernier épisode, donc de ce match-là. Et puis, vous l'avez peut-être vu ou pas, j'en sais rien, mais on a un supporter argovien qui est allé réagir sur la page Spotify de Xamcast. Alors, je vais pas vous relire le commentaire, il n'est pas injurieux non plus, mais il est un peu joueur et un peu moqueur. Il annonce que Haro va venir nous corriger à la maladière et puis qu'eux, ils jouent la montée et nous pas, ce qui est totalement vrai, hein. Mais n'empêche que le Haro Time, est-ce qu'il existe vraiment? Cette équipe, on sait, bah voilà, elle a raté la promotion d'un rien contre nous lors de ce fameux barrage. Enfin, 2 années plus tard, c'était presque pire, puisqu'ils n'ont pas échoué en barrage, mais ils sont passés de la promotion directe à la troisième place en quelques minutes, hein. Une égalisation de leur adversaire du soir et un but de Chafouz à Lausanne pour contre le Stade Lazanouchi les avait vraiment catapultés du paradis au fin fond de l'enfer. Haro, depuis leur descente en Challenge League, voilà, occupent régulièrement les premières places, mais ils échouent toujours au poteau, si bien que, il y a une espèce d'étiquette hein, qui leur colle à la peau sur ces dernières années. Et puis, on se posait la question, avec leur montée en puissance ces dernières semaines, et puis leur prise de position, hein, enfin, de la place de leader, est-ce que Haro allait être rattrapé un peu par leur passé, même si la plupart des joueurs n'évoluaient pas au club à l'époque de ces performances-là. 4 matchs nuls. Et puis un cinquième, là, contre nous, avec à nouveau un but, une égalisation prise dans les dernières minutes. Alors, on n'a pas forcément l'habitude de parler longuement de nos adversaires, Varane, mais est-ce que Haro va être rattrapé par le stress et est-ce qu'ils vont échouer peut-être à nouveau au poteau, soit en terminant troisième, je ne les vois pas terminer en dessous de la troisième place, ou alors en échouant en barrage contre le 9e de Super League. T'en penses quoi, toi? Bah, c'est un sujet assez complexe parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Maintenant, c'est vrai que en 2 ans, ils ont subi quand même deux traumatismes assez violents, hein, parce qu'il y a le barrage contre nous. Et puis, tu as raison de le souligner que 2 ans plus tard, c'est même pire. C'est même pire parce que c'est le pire scénario
possible. Il y a 3 équipes qui jouent la montée, qui sont dans un mouchoir de poche. Et puis vraiment, au dernier match, et en plus, ils le jouent à Mhm. domicile, ils arrivent à ne pas gagner. Et puis, puis le troisième gagne. Enfin bref, c'est un scénario catastrophe. Mais je pense que ça crée un précédent et que même si les joueurs sont plus les mêmes, moi je pense que au sein du club, ça crée quand même quelque chose et que euh, c- ça peut amener un manque de sérénité. Ça peut. Maintenant, moi j'ai trouvé Arao, si on prend l'équipe vraiment sans penser à ses antécédents, moi je trouve que par exemple ils sont meilleurs que Toon. Personnellement, moi je trouve que Toon par rapport à la saison dernière, a un peu baissé. Notamment, ils ont perdu leur joueur phare Dos Santos et je trouve que ils ont quand même beaucoup perdu. Par contre, Arauz, c'est vraiment une équipe qui m'a vraiment impressionné en termes de solidité, de plan de jeu. Parce qu'il faut pas oublier qu'au début de la saison, ils ont enchaîné les mauvais résultats. Ils étaient un peu à la cave parce que voilà, c'était un Ah, nouveau ils ont été coach. même après 6 matchs, ils sont derniers même, je crois, hein. Voilà, ouais, voilà, donc Iacopeta avait commencé, on va dire, avec 6 défaites ou je sais plus, en tout cas, voilà, avec quelques points. Mais voilà, de fil en aiguille, c'est une équipe qui est montée en puissance. Et puis là, bah, ils ont un plan de jeu qui est cohérent. Euh, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui est très physique, qui va vite vers l'avant. Ils ont des joueurs très intéressants aussi techniques comme Fazliou, Georgiev qui est quand même un joueur intéressant. Donc après, voilà, je dirais ils ont les cartes en main. Ça va se jouer, je pense, au photo finish avec Toon. Maintenant, bah, c'est l'équipe qui n'aura pas le syndrome du petit bras comme on a au fait au tennis qui va être promu. Mais voilà, moi je pense qu'Arao est la meilleure équipe, qu'ils ont toutes les cartes en main. Maintenant, effectivement, il y a ces deux antécédents, ces fantômes dans le placard. Et j'espère pour eux qu'ils vont pas revenir parce que s'ils devaient ne pas monter une troisième fois, alors là, je pense qu'ils prendraient un sacré coup sur le casque, quoi, parce que 3 fois, ça fait quand même beaucoup, hein. Ouais, effectivement, mais après, il faut pas oublier qu'ils sont alors ils ont perdu des plumes, hein, ils sont désormais à 4 points de Toul, à 6 matchs de la fin du championnat. Mais surtout, 4 points, c'est aussi leur avance par rapport à Étoile Carouge. Étoile Carouge qui n'a pas gagné, hein, aujourd'hui, ils ont fait 2-2 du côté de Ville. Ils auraient pu revenir à 2,2. Et Carouge, ben, ils vont faire leur fin de saison comme ils ont fait le reste de la saison. Ils vont regarder personne au niveau du classement. Ils vont jouer les matchs et puis ils sont pas. Enfin, Haro n'est pas. S'ils continuent à plafonner, ils sont pas sous la menace de. Enfin, ils vont rester, pardon, sous la menace de Carouge pour cette place de barragiste. Et si les Stéliens peuvent priver Haro même du barrage, ben, ils vont pas se gêner. Derrière, ça commence à faire beaucoup. Là, on a Ville, ils sont encore. Enfin, Ville, Vaduz et Stade Lozanouchi, ils sont pas encore mathématiquement sûrs de pas être barragistes, mais voilà, 12 points alors que ouais, ça commence à faire quand même beaucoup. Mais je pense que les Argoviens ont intérêt à pas trop tergiverser et puis recommencer à gagner des matchs parce que autrement ils vont au-devant d'une grosse désillusion. Parce que tous eux, ils sont moins impressionnants que l'année passée. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ils gagnent quand même les matchs régulièrement. Donc, euh, donc voilà, cette fin de championnat sera intéressante en ce qui concerne le haut du tableau. Voilà, Varam, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce match. Et puis on va passer bah, tout simplement au briefing du prochain match. Voilà, le prochain match de la 31e journée, nous allons voyager du côté de Lausanne pour y affronter le Stade Lausanne-Ouchy. Alors, autant le dire tout de suite, Varam, c'est un match qui sera pas simple contre un adversaire en pleine bourre. Alors, au niveau des petites statistiques habituelles, donc le Stade Ozanouchi est juste devant nous au classement, mais ils ont pris un petit coussin d'avance de 5 points désormais sur nous, puisqu'ils ont fait 4 points sur les derniers matchs et nous seulement un, donc ils nous ont, voilà,
ils ont avancé un peu plus rapidement. À la domicile, c'est la cinquième équipe du championnat avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Ils ont inscrit 47 buts, ce qui en fait la cinquième attaque. Ils ont pris 40 buts, ce qui en fait la quatrième défense. Et alors, il y aura absolument deux joueurs à surveiller comme le lait sur le feu. Ils sont vraiment eux-mêmes en feu. C'est tout simplement Warren Caddy qui est devenu, avec un nouveau doublé ce week-end, le meilleur buteur du championnat avec déjà 15 buts. Et il était peut-être même déjà, ouais, par rapport à Pache et Fazlou. Donc voilà, il confirme sa position de meilleur buteur. Kayombo n'est pas en reste, hein, puisqu'il a inscrit 9 buts et 3 passes décisives. Et ensuite, on a deux joueurs qui sont à 3 buts et 5 passes décisives. C'est Roméo Benet, qui a débarqué en prêt du FC Bâle cet hiver. Donc ça veut dire 8 points depuis la mi-saison. Et le latéral gauche, Michael il est 3 buts et 5 passes décisives également pour lui. Alors, ils sont privés de un ou deux éléments importants, hein. Merim Kari qui est blessé, de même que Nani Zayamo, Dabro et Souter, qui sont des joueurs un peu plus de rotation. Aucun suspendu pour le stade de Zanouchi lors du prochain match. Il y avait plusieurs joueurs sous la menace, mais aucun d'entre eux n'a été averti. En ce qui concerne nos statistiques, ça n'a pas bougé en ce qui concerne les top joueurs. On a toujours Demassai, Moulay, Touati, Fatkic, Cabral et Onyekashi qui sont nos meilleures gâchettes. En ce qui concerne les blessures, voilà, est-ce que Hussein Touati, Pascal Yonekashi, Guillaume Freiret, Ismaël Sidibé pourront jouer? On se prononce plus parce que à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils sont sur le retour, ils sont encore absents le match suivant. Donc voilà, on se prononce plus sur eux. Samir Hamidi était absent aussi le dernier match. Il s'est tordu la cheville selon les informations données par le club. Et puis, aucun joueur suspendu non plus pour le prochain match. On en avait quelques-uns qui étaient sous la menace, mais personne n'a été averti. Et donc, Giovanni Bamba effectuera son retour dans le contingent. Un match pas simple contre, je dirais, avec Haro, une des meilleures équipes de 2025. Il faut le rappeler, hein, Varam, ils étaient au fond ils étaient à la cave du classement à mi-championnat, si je me trompe pas, le stade de Zanouchi. Mais ils ont fait une superbe remontée. Ils sont pas là par hasard et ils ont vraiment deux buteurs assez fous. Moi, je m'attends à un match vraiment pas simple du tout. Ça va être compliqué, effectivement. Disons qu'ils ont mal commencé parce que de gérer une descente, c'est jamais facile et nous, on en sait quelque chose, puisque Mhm. la saison d'après la descente, on a failli faire le doublé. Donc voilà, c'est jamais simple. En plus, pour un petit club comme eux, hein, c'est difficile parce qu'ils ont perdu tout leur cadre, donc ils ont dû refaire une équipe. Donc voilà, la mayonnaise a eu de la peine à prendre. Et puis ils ont la chance d'avoir un directeur sportif qui est quand même un vieux renard et qui a quand même fin nez et qui arrive chaque fois au fait à dégoter des pépites à pas cher. Et puis je crois que justement ce Caddy et Skyombo, ils sont venus plus tôt sur la fin du mercato d'été. Donc, je pense qu'il a fallu que la mayonnaise prenne. Et puis là, voilà, c'est une équipe aussi qui joue libérée. Ils ont plus rien à perdre. Et puis, effectivement, ils ont des joueurs intéressants puisque Kaddi et Kayombo, c'est presque 25 buts à eux deux. Donc il va falloir surveiller ça de très très près. Et puis, ça sera l'occasion de voir si on va continuer sur notre performance défensive de vendredi soir. C'est ce que j'espère parce qu'il va falloir être vigilant parce qu'effectivement, en face, ils ont une artillerie assez lourde et assez conséquente. Oui, effectivement, tu l'as souligné, hein, tout le travail du directeur sportif du stade Lozanouchi. Cette capacité à aller chercher des joueurs dans des divisions inférieures, surtout en France et en Belgique, ce qui montre que voilà, quand on a un poste clé comme ça avec quelqu'un d'extrêmement compétent et d'extrêmement qui a faim nez, hein, comme tu le dis. Enfin, c'est un passionné. Pardon, Yagan. Il va avoir une quantité de matchs incroyables à l'étranger. Il est pratiquement jamais
proche de son club, tellement il est à l'autre bout de l'Europe pour voir des matchs dans des ligues un peu, enfin, inférieures. Et puis, il dégote toujours, hein. On peut citer en vrac Teddy Oku, qui est-ce que le slow Labo. ouais, Brighton Labo, Mahmoud, qui est parti encore récemment. C'est tous ces joueurs qui sont arrivés en parfait inconnu dans le championnat suisse et puis qui se sont révélés. Soit ils sont partis à l'étranger, soit ils sont partis dans des clubs de Super League. Donc, et puis voilà, c'est aussi le fonds de commerce, hein, du Stade Lozanouchi. C'est comme ça qu'ils font leur budget. Ils prennent des joueurs, ils les amènent à un très bon niveau, ils les revendent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois plus cher qu'ils les ont achetés. La plupart, ils viennent même des fois libres, ils prennent des joueurs libres de contrat. Donc voilà, c'est du trading, mais dans le bon sens du terme, Varam, où voilà, le club vit grâce au développement des joueurs, mais tout en maintenant des performances sportives très intéressantes. Le Stade Lozanouchi est passé par la Super League, hein, la saison dernière, tu l'as dit très justement avant. Donc, donc voilà, ils sont pas arrivés par hasard non plus, ils ont fait des bonnes prestations. Et puis, à l'époque, ils étaient sous la houlette d'un certain Anthony Breza, faut-il le rappeler, hein, qui a été le coach de la montée et de bonnes performances en Super League. Donc, ce sera le retour de notre coach, mais aussi de plusieurs de nos joueurs, hein. Lavdry Maïroulaou, Giovanni Bamba et Lyrilion Moulay ont porté les couleurs du Stade de Zanouchi dans un passé assez récent. La dernière opposition entre les deux clubs à la maladie avait tourné en faveur du Stade de Zanouchi avec un Xamax qui avait été assez pauvre dans le jeu. On avait juste eu un superbe but de Euclides Cabral, mais sinon ça avait été assez triste la prestation offensive. Alors, pour Xamax, il n'y a plus rien à espérer objectivement de cette saison. On est trop loin du barragiste, on est trop loin de la relégation. Je pense que d'ici un ou deux matchs, ce sera mathématiquement fait, mais Chafouz plafonne tellement que je ne les vois pas remonter vers nous. Le Stade Lozanouchi, je l'ai dit avant, hein, 5 points devant nous, mais ils sont aussi quand même assez loin du barrage. Ils doivent pas trop y penser, même avec leur bonne série. Deux équipes qui peuvent plus rien espérer, ni en haut ni en bas. Ça devrait être Varam, l'occasion d'un match très ouvert avec deux équipes portées vers l'offensive quand même. Oui, c'est ce qu'on espère, effectivement. Donc, il n'y a plus tellement d'enjeux, on va dire, pour ces deux clubs. Donc, espérons voir du beau spectacle. Et puis, bah, comme je l'avais dit en début d'année, moi, je maintiens de ma ligne. Le classement, pour moi, qu'on finisse septième ou qu'on finisse cinquième, pour moi, ça change rien du tout. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est bah, ce que j'ai vu vendredi. C'est une équipe qui joue au foot. C'est une équipe qui prend des risques et puis bah, une équipe simplement qui a en fait un plan de jeu, qui a une âme et puis qui montre quelque chose. Et je crois que c'est aussi important qu'on finisse bien la saison parce que si on veut bien commencer la prochaine, il faut qu'on finisse bien celle-là. Je pense aussi que cette fin de saison, le coach et puis le staff des dirigeants chez nous, ben, je pense ils doivent faire un tri. Voilà, je pense que c'est à ça que vont servir ces cinq six derniers matchs, c'est qu'on doit faire un tri pour pouvoir préparer la saison prochaine. Mais voilà, donc moi j'espère qu'on verra du foot, qu'on verra du spectacle, et puis bah, qu'on verra un Xamax sur la même lancée, la même lignée de ce qu'on a vu contre Arau, parce que si on va dans cette direction-là, je pense que c'est la bonne direction. Donc à nous d'être constants et de continuer dans cette brèche-là. Effectivement, j'espère que les deux équipes vont bien, voilà, bien lâcher les chevaux. Alors, si vous nous écoutez très régulièrement, que ce soit dans le cadre du podcast ou sur nos interviews diffusées sur notre chaîne YouTube, vous avez déjà entendu régulièrement hein, Anthony Breza, ça fait au moins 4, 5 matchs, voire plus, que lui, il a compris hein, que l'équipe ne risquait plus rien ni en haut ni en bas et que c'était plusieurs répétitions générales pour la saison prochaine. C'était aussi l'occasion de voir les joueurs qui peuvent
continuer à faire partie du projet. Et puis ceux qui vont quitter le club à la fin de cette saison, je peux vous dire que Anthony Breza, il commence déjà à voir un petit peu plus clair aussi là-dessus. Et puis voilà, moi, ça me fait plaisir aussi qu'il intègre les jeunes joueurs. Alors, Francesco Lentini, il avait déjà été intégré par Oli Forte, mais voilà, on a un El Medine Zahaj, du coup, il a changé de nom, hein, on peut plus l'appeler Chaler, c'est Zahaj. Et puis aussi Altin Azemi, bien sûr, hein, qui vont avoir, je pense, régulièrement un peu de temps de jeu dans cette équipe. Donc voilà, c'est quand même une période, même s'il n'y a plus rien à espérer d'un point de vue du classement, mais qui doit nous amener du plaisir et puis qui doit amener quelques enseignements pour la saison prochaine. Parce que, on va le dire, Varham, avec un groupe qui présente un niveau de jeu et des qualités comme lors du match contre Haro, avec de la régularité, c'est un groupe qui joue le haut du tableau en Challenge League. Oui, 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 non, non, mais là, sur ça, j'ai absolument aucun doute. On l'avait même dit en début de saison que le mercato avait été intéressant parce que c'est vrai que sur le Mhm. papier, si on prend les joueurs individuellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en Challenge League qui peuvent régater avec nous, en tout cas sur le papier. Maintenant, malheureusement, la mayonnaise a pris de manière, on va dire, ouais, on a été très borderline, hein, Ouais, il fallait très souvent la mélanger, la mayonnaise, voilà, pour ouais, qu'elle c'est soit ça, bonne. c'est que parfois elle tranchait, parfois elle était bonne, enfin voilà, il fallait souvent remettre un coup de fouet. Donc voilà, on était beaucoup sur courant alternatif. Et je pense sincèrement que si les dirigeants font bien les choses, c'est-à-dire en gardant, je pense, les trois quarts, voire les deux tiers de cet effectif, mais de faire des transferts qui soient, je pense, ciblés et vraiment qualitatifs, parce que je pense qu'à cette équipe, si on rajoute 3 4 maximum 5 joueurs vraiment de qualité, vraiment des gros transferts, je pense qu'on peut jouer la montée, parce que effectivement, hein, on a des bons joueurs dans à peu près tous les secteurs de jeu. Mais il manque peut-être deux, trois petites retouches. Et je pense que les dirigeants seraient bien inspirés de maintenir, on va dire, le bloc équipe, parce que voilà, je pense qu'on a une certaine qualité. Maintenant, je pense qu'avec trois, quatre retouches, des transferts bien sentis, je pense qu'on peut vraiment jouer la montée. Mais voilà, ça sera aux dirigeants de travailler. Mais voilà, moi je pense qu'il faut pas faire une révolution de palais. Je pense vraiment qu'il faut vraiment faire les choses de manière sage et puis intelligente. Alors, c'est très bien que tu parles de ça, Varham. À Xamcast, on aime bien réfléchir, on aime bien analyser. Et on vous proposera, on n'a pas encore exactement défini à quel moment on va faire ça, mais ça sera dans pas trop longtemps puisque le championnat pardon, arrive gentiment à son terme. Mais on vous parlera un petit peu de mercato, c'est-à-dire parmi les joueurs qui ne sont pas encore sous contrat la saison prochaine, lesquels on se verrait bien garder, lesquels on ne garderait pas forcément. Et puis ensuite, évidemment, on devra évoquer aussi quel poste il faudra renforcer, avec quel profil de joueur. Donc, Bahram, je sais que toi, personnellement, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, cet exercice. Donc, on va essayer de l'organiser à un épisode où tu pourras être présent, parce que je sais que tu aimes bien faire ça, hein, parler un peu mercato, qui il faut garder, quel profil il faut renforcer pour l'équipe. Donc voilà, on se réjouit déjà de t'entendre et d'entendre nos collègues aussi donner un peu leur vision pour la suite. Mais comme tu le disais, la continuité, je pense, ça va être le maître mot de d'un mercato réussi. Le mercato réussi, c'est quand tu réussis aussi déjà à garder tes bons joueurs. Et puis Absolument. on sent vraiment aussi que Anthony Breza, il est à fond dans cette période-là. Il évalue et puis il évalue aussi les joueurs par rapport à son style de jeu. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi qu'il soit arrivé déjà un peu assez tôt à la mi-saison, Anthony Breza. Voilà, on Oui, arrive. Oui, vas-y.
Ouais, ouais, effectivement, c'est que je pense effectivement ce qui est bien, c'est que là, ben, justement, bah, il arrive déjà pour, de poser, certaines bases de jeu et puis qu'après, bah, voilà, c'est aussi à lui de faire un tri et puis, d'imaginer l'équipe et très souvent quand l'entraîneur est en fait, d'impliquer dans ces réflexions-là, je pense et je trouve personnellement que les résultats, tendent à être positifs. Parce que c'est vrai que, bah, des fois dans certains clubs, il y a les dirigeants qui prennent les décisions, sans, l'entraîneur et puis, ben, souvent c'est un peu périlleux parce que voilà, moi je pense que l'entraîneur sait, exactement ce qu'il a besoin par rapport à ses schémas de jeu, par rapport à qu'est-ce qu'il veut amener, dans l'équipe et je pense vraiment que c'est nécessaire que l'entraîneur soit dans ce processus de réflexion-là. Ouais, et puis Anthony Breza, c'est un entraîneur qui connaît bien le championnat suisse, donc on sait comment ça se passe, Varam, dans ces situations-là. À partir du mois de janvier, les clubs peuvent discuter avec des joueurs qui sont en fin de contrat, hein, pour leur proposer Mmh. un contrat pour la saison suivante. Et Anthony Breza, il connaît très bien le championnat suisse. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y évolue entre le Stade de Zanouchi, Yverdon, il est passé par Nyon, il est passé par Servette aussi, hein, si je me trompe pas Oui, quand tout Servette à fait. était encore en Challenge League. Donc voilà, il connaît les joueurs du championnat suisse, donc il sait aussi quand il pense à un profil, quel joueur pourrait correspondre à ce profil-là. Donc voilà, puis c'est un coach qui a laissé des bons souvenirs, hein, aux joueurs qui l'ont côtoyé, donc ça peut aussi être la motivation. Moi, j'imagine, Varam, t'es footballeur professionnel, t'as un club qui t'approche, un des premiers trucs que tu vas regarder, c'est qui l'entraîne, quoi. Je pense que c'est un peu Oui, aussi ça, c'est oui, oui, ça c'est sûr. c'est un élément qui t'aide à prendre une décision ou pas, si c'est un coach que tu connais déjà ou si c'est un coach que tu as, des coéquipiers actuels qui l'ont connu, ben, ça va t'aider peut-être à prendre ta décision. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, le choix par les dirigeants d'Oteni Breza était tout à fait judicieux. On arrive aussi gentiment au style de jeu qu'il aimerait avoir, mais ce projet, il va se matérialiser plutôt pour la prochaine saison, avec, on l'espère, de la continuité dans les bonnes prestations. Ça peut arriver de rater un match de temps en temps, mais il doit y avoir quand même, je pense, pour faire une bonne saison en Challenge League et jouer le haut du tableau, il doit y avoir minimum trois quarts de très bons matchs et puis seulement un quart, voire même moins de matchs ratés. Nous, on était plutôt Oui. autour du 50-50, voire un tout petit peu en dessous. Donc voilà, faudra faire mieux et surtout plus régulier. Voilà, on a beaucoup dit pour un briefing. D'habitude, on parle pas forcément autant dans un briefing, mais voilà, on a un peu enchaîné deux, trois choses. On arrive gentiment à la conclusion de l'épisode qui va être assez En guise de conclusion, on va juste reparler de l'intégration de Colin, hein, dans l'équipe de Xamcast. On vous l'a annoncé la semaine passée. Il a fait ses premiers micro-trottoirs. Alors, au moment où on enregistre, les vidéos ne sont pas encore sorties, mais vous avez été quelques-uns à vous prêter au jeu du micro-trottoir et on vous en remercie. On espère que c'est du contenu qui va vous plaire et puis que vous serez de plus en plus nombreux à répondre aux sollicitations de Colin. J'en dis pas plus, je vous laisserai juger aussi par vous-même lorsque les vidéos seront prêtes à sortir. Varam, le micro-trottoir, c'est sympa comme contenu quand même, hein. Oui, c'est très sympa et puis c'est dans l'air du temps et puis ça se prête très bien aussi au format et aux plateformes des réseaux sociaux. Puis c'est sympa, puis ça change aussi, c'est des contenus courts, assez, dynamiques et puis, bah, ça change des longs débriefs qu'on fait donc non, c'est très bien et C'est puis, ça. bah, je pense que c'est bien qu'on se diversifie aussi. La base du projet du micro-trottoir, c'était de venir, on va pas dire de revenir parce qu'on n'était jamais parti, mais de donner un autre point à notre slogan. On le rappelle, un podcast fait par des fans pour les fans. Alors, une des manières de donner la parole à nos fans, c'était de vous accepter
dans le cadre du podcast, tu es un très bon exemple à ce niveau-là, hein, Varam, puisque tu as d'abord participé comme invité, comme fan du club. Mais voilà, vous n'avez pas forcément tous la disponibilité ou l'envie de venir enregistrer un long épisode comme ça. Donc le micro-trottoir, c'était aussi l'occasion d'aller à la rencontre aussi peut-être de gens plus âgés que nous, même si on est dans une tranche d'âge assez large, hein, on touche la vingtaine, la trentaine, voire la quarantaine pour ce qui nous concerne. Et puis, ou des plus jeunes. Vous verrez, on a aussi des très jeunes fans qui ont répondu à notre sollicitation. Donc voilà, c'est de venir, enfin de rester sur le fait de donner la parole aux fans du club. Et puis voilà, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs hein, de l'équipe qui nous écoutent. Donc une de nos missions, c'était de rapprocher les joueurs des fans, mais le micro-trottoir, ça peut aussi rapprocher les fans des joueurs, de voir que même si des prestations sont parfois compliquées, ben, les gens sont toujours là, il y a toujours du soutien. Donc voilà, on espère que ce projet vous plaira. Et puis, ben voilà, on remercie déjà Colin de nous aider dans cet objectif-là, d'accomplir cet objectif-là, parce qu'on était conscient qu'avec l'équipe actuelle de Xamcast, ben, c'était compliqué d'organiser ça. On fait déjà pas mal de choses pendant les matchs, mais aussi en dehors des matchs. Donc, on était un peu dans l'obligation de continuer à grandir. Donc voilà, on espère que c'est un projet voilà, qui vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos différents réseaux. Voilà, comme d'habitude, les remerciements d'usage. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Et puis, ben, merci à toi, Varam, du coup. Et Merci à toi, puis, Mirko. et Merci puis à tous. la semaine prochaine, avant que ça max, on va quand même pas oublier, on va se régaler avec les demi-finales, retour de Ligue des Champions mais aussi d'Europa League et de Conference League, mais on aura quand même les yeux plutôt situés sur la Champions League, Varam. Effectivement, effectivement. Donc, on aura les matchs retour. J'espère qu'on va se régaler, qu'il y aura du spectacle, qu'il y aura des buts et qu'il y aura du suspense. Donc voilà, ça sera deux belles soirées en perspective. Effectivement, parce que je pense que à part le quart de finale entre le Barça et Dortmund, où là, c'est à mon avis déjà plié à 100%, parce que je vois pas Dortmund remonter 4 buts à ce Barça-là, même à Dortmund. Mais Arsenal a créé un petit écart, donc mais bon, c'est le retour à Madrid, à Bernabéu, donc tout est possible. Pareil pour le Paris Saint-Germain, ils ont pris un avantage de 2 buts, mais Aston Villa chez eux, c'est jamais simple à jouer non plus. Et puis, même si l'Inter a gagné à l'extérieur, mais voilà, le Bayern, ça reste le Bayern. Et puis, c'est toujours possible aussi que les Munichois renversent la vapeur du côté de Giuseppe Meazza. Donc, quelques belles soirées de foot avant ce match à Lausanne qui aura lieu le vendredi saint. Est-ce que tu vas aller à Lausanne? Je t'ai pas demandé là, avant, Varam. Tu auras l'occasion de venir à Lausanne ou pas? Non, 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 mais je pense que je regarderai le match chez moi tranquillement, posé. À la télévision. Ça marche. Alors, Exactement. ben, du coup, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.